Et je me souviens que quand c'était fini, c'était un peu cool. Et ça, pareil, j'ai revu, c'est catastrophique. Putain, si j'avais eu ces ressources, on en serait beaucoup plus loin dans les effets spéciaux, dans le graphisme aujourd'hui. Le créateur qui t'inspire, toi? Nous, ayant commencé avec le bagel sur Internet, on avait une grosse baston avec la télé, quoi. La télé nous détestait. Nous, on en voulait à la télé. Ils aimaient pas quand on faisait des gros scores. Il y avait une espèce de rixe. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais combien de versions pour que Squeeze te valide un graphe? Ce qui est trop bien quand tu bosses avec eux, c'est que ils savent pas forcément ce qu'ils veulent. Ils te laissent un peu carte blanche pour bosser, mais ils savent ce qu'ils veulent pas et ils savent quand c'est pas au niveau, quoi. Nectar de cassis, pour être précis. Nectar de cassis. Ouais. Ah ouais, putain, maintenant que tu le dis. Ouais. Direct. Upster avec Griff. C'est parti. Griff, tu fais partie d'une économie, celle de YouTube, mais pourtant ton visage n'est pas forcément connu, même si on t'a vu dans l'un des derniers Qui est l'imposteur de Squeezie quand même. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Guillaume. Guillaume, tu es qui par rapport à Alain exactement? Son fils. Eh bien voilà, c'est la fin de la manche. C'est terminé, ça serait super. Tu officies en fait dans l'ombre de nombreux créateurs en tant que spécialiste VFX. Tous les effets spéciaux qu'on peut voir à l'écran quand on se balade sur des chaînes comme celle de Ludoc, de Mr V, de Natou, par exemple. Et on a envie d'en savoir un peu plus sur ton métier. Griff, bienvenue chez Upster. Merci, bonjour. Salut. J'ai des petites questions au début à te poser. Ouais. Et tu vas pas y répondre parce que je vais te les reposer à la fin de l'interview pour faire un peu de teasing en fait. Premier effet spécial, il ressemblait à quoi? Celui dont tu es le plus fier, est-ce que tu t'en souviens? C'est quoi qui te plaît le plus à Cuba? Les vieux fauteuils ou les gros cigares? C'est une vraie question. Combien de versions d'une anime pour que Squeezie te la valide? Et on finira par une surprise, je t'en dis pas plus, mais ça va se passer au niveau de là. Ok. Je t'en dis surtout pas plus. Donc déjà, on va commencer par un peu parler de ton métier. Déjà, on appelle ça comment? Spécialiste VFX, est-ce que ça te va ou c'est pas le bon terme? Ça peut, mais c'est un métier un peu capsule. Je fais à la fois du graphisme, de l'identité visuelle, ça peut être du logo, de l'habillage et des VFX, ce par quoi je suis rentré dans le milieu. VFX, c'est quoi? C'est un effet spécial? C'est de l'anime? Comment on peut traduire? Ouais, c'est effet spécial, c'est rajouter des explosions, des dragons, des trucs en 3D qu'on n'a pas pu filmer, on n'a pas le budget. C'est moins cher de le faire en post-prod. Ouais, c'est un peu Marvel, Avengers, quoi, mais à petite échelle YouTube, avec beaucoup moins d'argent. Comment t'es dit que t'avais envie de faire ça, donc déjà du graphisme à la base? Parce que au début, toi, tu voulais être plus réalisateur quand t'étais plus jeune? Waouh, ouais. Non, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Comment tu sais ça? C'est fou. Ouais. Écoute, on s'informe. Ok. Donc tu voulais être réalisateur, et qu'est-ce qui t'a fait passer de ce côté-là pas de la réal, je veux dire, mais du coup de la prod, où tu fais plutôt du graphisme? Par hasard, j'ai fait un choix pendant mes études qui est ce qu'il est. Hein. J'avais peur de me faire chier. Il faut faire une école de cinéma, quoi. Je voulais venir à Paris parce que j'ai grandi à Nice et j'avais peur. J'étais pas très assidu à l'école. Et j'avais peur de m'ennuyer en faisant une école de cinéma et de détester le cinéma. Et donc le choix que j'ai fait, c'est de faire une école de cinéma, mais d'animation. Comme ça, j'avais un peu les codes du cinéma, mais sans être trop dans la réal et pouvoir ensuite m'épanouir tout seul. Bon, c'est un choix peut-être un peu discutable, mais finalement, j'ai kiffé. En fait, on a fait du cinéma d'animation, on a commencé à faire des effets spéciaux, on a mis un peu les pattes là-dedans. J'ai adoré ça. C'est quoi qui t'a plu? C'est le côté débrouille? C'est le côté pas de tournage. Ah ouais? Non, c'est vrai? Bah, les tournages, t'es hyper C'est dépendant. galère. Enfin, c'est galère. Dépendant C'est un métier. Ouais, c'est trop bien, parce que c'est une aventure humaine forte, avec une équipe et tout. Moi, je suis assez solitaire, et pour les gens qui ont un profil plus solitaire, être dépendant de énormément de gens, il y a toujours des retards, des galères à gérer sur place. On passe beaucoup de temps à attendre, à chercher des solutions. Moi, c'était peut-être pas ce qui me convenait le mieux, quoi. Okay. Et là, je me suis rendu compte que tout seul dans ma petite tour, en train de gérer un peu contre le fric, c'était pas mal. C'était ton truc. Ouais. Plus. Ouais. En pourcentage, tu penses que t'as appris combien à l'école versus dans ta vie professionnelle avec des créateurs? Alors là, je te parle, je sais pas depuis combien de temps t'as fini l'école, peut-être une dizaine d'années. Ouais. Donc t'as 10 ans d'expérience, 10 ans de carrière. Ouais. Wow. Tu ferais quoi comme pourcentage, comme ratio, tu vois? Aujourd'hui, avec ce que je sais, je pense que c'est 95% sur le terrain et 5% d'école. L'école, c'est très cool pour avoir un background culturel, pour savoir comment on est censé faire aux États-Unis ou dans les gros studios de production, mais quand on a commencé au tout début sur des petits clips, des trucs comme ça, on nous avait jamais appris à compositer une explosion qui était filmée. C'était tout très numérique et virtuel. On simulait nos personnages, c'était vachement de l'animation. Et les techniques, en fait, elles ont tellement évolué depuis qu'il reste quasiment rien de ce que j'ai appris à l'école. C'est très à l'ancienne. Comment tu te formes aujourd'hui? Est-ce que tu es sur YouTube et tu t'enchaînes les tutos? Ou tu discutes avec des collègues à toi et vous échangez des trucs, des techniques? Parce que vu que ça change tout le temps, c'est quoi Toi, c'est quoi? Comment tu fonctionnes en fait? C'est un mix des deux, ouais. Les tutos pour tout ce qui est le plus traditionnel. Il y a des workflows qui changent pas trop sur la 3D. Maintenant, avec l'arrivée de l'IA, tu vas un petit peu mettre tes mains dedans, quoi, pour voir comment ça se passe. T'échanges avec des collègues. Et puis, moi, je passe beaucoup de temps.
Quand j'arrive pas à dormir. Tu dors pas beaucoup, non? Je dors pas beaucoup, ouais. Ça se voit. Non, pas du tout. Non, parce que tu dis que t'es dans ta tour. Ouais. Et donc je me dis, tu dois bosser la nuit, quoi. Ouais, carrément. Je déteste bosser le matin. C'est vrai? Ouais, ça, c'est donc t'es productif entre 2 et 4 heures. Ouais, je commence à 14h et je finis à 4 du mat. Ouais. J'aime bien ça. Et si j'arrive pas à dormir, ouais, je vais tester des trucs sur mon temps libre. Je vais voir comment ça marche un peu, tester des logos, des effets. J'aime bien, ça me détend. Tu bosses sur quoi du coup? T'as un petit MacBook Pro et un logiciel. Comment ça marche concrètement? Faire un effet visuel avec Griff. Ouais, j'ai troqué mon gros PC gamer pour un petit MacBook M1 Ultra, celui d'il y a 3-4 ans. Là. Bon, ça suffit quoi. Avec 2 gros moniteurs, un petit iPad sur le côté pour faire une tablette graphique. Et en soi, ça suffit. Hein. Et ça te permet de bosser partout dans le monde? Partout dans le monde, ouais. On a été à New York là récemment. T'as vu, tu me disais un peu en off. Et ouais, de New York, juste tu loues un moniteur, un petit écran sur place et tu peux bosser sur place, bon, décalage horaire. Ouais. Mais tant que t'as un peu de réseau, tu peux bosser quoi. Ça, c'est charmant. Magnifique. Ah ouais, c'est incroyable. Tu matais quoi sur YouTube toi quand t'étais jeune? Si on revient un petit peu en arrière, au moment où t'as peut-être commencé ta formation, tu vois, de graphiste. Ouais. C'était quoi déjà, est-ce que tu étais sur YouTube à l'âge de 16 ans, 17 ans? Et si oui, tu matais quoi? J'étais pas... Non, j'ai maté tard en fait. Ok. On m'a mis à la fin de mes études, en fait à l'ouverture du Studio Bagel, à la création de ce truc-là, on m'a dit on cherche un graphiste pour le Studio Bagel. Mais qui t'a dit? Je bossais dans une boîte qui s'appelait IDZ Prod, et cette boîte-là, ils montaient avec Lorenzo Benedetti le Studio Bagel, et qui étaient un peu les Avengers de YouTube. Donc avec Ludoc aussi? Avec Ludoc à la réal, avec Quentin Eden, avec Théodore Bonnet, avec toute une équipe qui gravitait un peu autour d'IDZ. Et ils ont créé ce collectif, et moi je connaissais pas du tout YouTube, quoi. Ok. Donc il y a que des noms, ils me disaient ils vont arriver, c'est incroyable. Je connaissais personne. Il y aura de la grosse star. Ouais, je disais ah putain, ouais, j'adore ce gars, je connaissais pas, donc le soir je rentrais, je regardais. Le bluff. Et j'ai découvert par Mister V et La Ferme Jérôme, enfin Jérôme Niel du coup maintenant. Bien sûr. C'est les deux premiers, et Natou évidemment qui était très 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 forte. Ouais. Très direct. Tôt. Ouais. Du coup, ton entrée dans YouTube, elle passe par le Studio Bagel que tu as accompagné pendant plusieurs années, c'est ça? Pendant 2 ans, ouais. Est-ce que tu as des souvenirs des débuts de comment c'était, l'émulation, l'idée de faire quelque chose qui fonctionne un peu tout de suite quand même? Ouais, moi j'étais pas dans cette dynamique parce que j'étais pas encore sûr de continuer à faire du graphisme. Parce que tu avais l'idée de réal toujours? Ouais, réal ou auteur ou un truc parallèle ou romancier ou n'importe quoi, ou partir pêcher au Caraïbes, en Thaïlande. Je savais pas, pour moi c'était un peu une transition. Et comme je connaissais pas bien ce milieu YouTube de la prod et tout, je connaissais pas bien les enjeux. Ce que je savais, c'est que c'était hyper cool, quoi. On était dans le 5e, dans une petite cave un peu rez-de-chaussée, toute pourrie, rez-de-chaussée et sous-sol, sans fenêtre. Un peu comme ici. Ouais, avec les barreaux aux fenêtres. Ça, mais plus petit, avec les barreaux aux fenêtres. Ouais. Et ouais, moi je me rendais pas du tout compte de ce que c'était. Je savais que c'était cool, quoi. Il y avait un côté, on bosse le samedi, on bosse le dimanche, mais on bosse avec une bière. Ouais, et entre potes. Ouais, entre potes, ça devient ta famille, quoi, rapidement. Ouais, c'était charmant. Et du coup, je suis resté là-dedans parce que je me sentais hyper bien, quoi. Tu te souviens du premier graphe que t'as fait dans cette aventure-là Au Bagel ou... Ouais, au Bagel, ouais. De la première un peu mission où tu t'es dit, ok, là, je rentre dans le grand bain et tu vois, faut que je sorte un truc clean, quoi. Ouais, alors les premiers trucs que je faisais, c'était sur des clips, et je faisais des correctifs sur des clips juste avant le Bagel, qui m'avait mis le pied à l'étrier des effets spéciaux. Correctif, c'est quoi? C'est genre de la lumière, ou c'est vraiment pas imaginé une anime, du coup? C'est par exemple, il y a une voiture avec une plaque d'immatriculation, on n'a pas les droits pour la plaque, il faut masquer la plaque. Pas un gros niveau d'effets spéciaux, mais c'était déjà quelque chose. Faut apprendre à traquer, faut apprendre à cacher, à dissimuler, camoufler et tout, tu vois. Donc ça, c'était mes premiers trucs. Bon, c'est pas terrible, je les ai revus il y a pas longtemps. Ouais, mais le job était fait. Le job était fait, ouais, si on veut. Ouais. Et le premier truc au Bagel, c'était pour la bande-annonce du Bagel, et où il y a un effet de grenade. À un moment, il lance une grenade derrière un comptoir, il fallait que ça pète. Et à l'époque, on n'avait pas les ressources qu'on a maintenant, des explosions en 4K et tout, donc on avait que des petites explosions un peu pourries. On mettait la lumière à fond pour essayer de cacher un peu un tremblement de caméra. Et je me souviens que quand c'était fini, c'était un peu cool. Et ça, pareil, j'ai revu là, c'est catastrophique. Oui, mais pour les codes de l'époque, en vrai, ça passait, non? Ça existait pas, quoi, surtout. Bien sûr. Il y avait pas trop de tout fiction était nouveau, avec les donc, FX. Ouais. Mais ouais, j'y repense avec émotion, mais c'est vrai que c'est l'effet pourri. C'est normal. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que, enfin aujourd'hui et depuis quelques mois, quelques années, tu fais un peu des vidéos tuto, en tout cas sur tes réseaux sociaux. On a animé les aliens de Spaceship de la même façon que chez Pixar.
Notre petit alien 3D est doté d'un squelette, comme vous, qu'on peut facilement manipuler, comme vous. Où t'expliques parfois comment tu vas te faire un effet, tu vois, Ouais. sur une vidéo que t'as fait. Ouais. Toi, pourquoi à un moment tu t'es dit j'ai envie d'un peu de démocratiser un peu ma pratique à moi? C'est parce que t'avais juste envie de le faire et que tu vois c'était comme ça, ou t'avais derrière en tête un truc où tu disais je veux démocratiser le truc, je veux inspirer des gens à le faire aussi? C'est un mix de deux choses. Ouais. La première, c'est que je voulais mettre en avant mon taf, me faire connaître un petit peu, pour peut-être essayer de lancer des trucs à moi, à voir cette année. Ok. On travaille dessus. Mais peut-être faire de l'animation par moi-même, et quand t'as une communauté ou des gens qui te suivent et tout, c'est plus facile de te lancer, c'est moins démotivant, quoi. Ok, donc il y a un truc un peu stratégique. Ouais, un peu mégalo. Ok. non, mais il en faut, hein. Et au début, et puis en fait, finalement, ça m'intéressait pas plus que ça, sur le coup, là, d'être à la chasse aux followers. Et le deuxième truc, c'est que, putain, si j'avais eu ces ressources quand j'ai commencé, mais on en serait beaucoup plus loin dans les effets spéciaux, dans le graphisme aujourd'hui, dans l'avancée de tout, c'était incroyable. Et donc c'était un peu ma façon de rendre ce qu'on m'a donné. Surtout qu'en sortant, donc j'ai fait l'ESRA, l'école de cinéma d'animation dont je te parlais. En sortant de ça, ils m'ont pris comme prof là-bas pendant 1 an, où j'ai enseigné, j'ai adoré ça. Donc c'était un peu L'évolution. Ouais, la passerelle un peu de transmettre, je trouve que c'est un truc un peu cool. Toi, ça ressemble à quoi, genre aujourd'hui, ta vie, parce que tu bosses avec plusieurs créateurs. Ouais. T'as une agence qui s'appelle Spectre. Ouais. Que t'as créé toi-même, j'imagine. Ouais. Pourquoi t'as voulu d'ailleurs créer une agence? C'est juste un truc plus simple pour toi d'avoir une entité un peu indépendante. Bon, c'était une question de volume, il y avait trop de demandes. Voilà. Donc en fait, tu peux pas rester sous le statut auto-entrepreneur. Ouais. Parce que pour des questions de revenus, hein, tout simplement. T'as des revenus à pas dépasser quand t'es auto-entrepreneur. Ouais, question de revenus, mais surtout aussi question de pouvoir prendre des gens pour être sur des projets plus gros. Parce qu'auto-entrepreneur, t'es tout seul, si tu payes des gens, c'est catastrophique. Ouais. Et du coup, tu fonctionnes comment aujourd'hui? T'as une équipe? Tu fonctionnes avec des freelances en fonction des projets? Ouais. Comment ça marche? Avec des freelances, ouais. Bah, des gens qui ont le même profil que moi, quoi. Comme c'est très fluctuant, là, le volume de travail. À la rentrée, tu peux bosser. À la rentrée, tu bosses même le dimanche. Septembre? Ouais, septembre. Pourquoi? Parce que c'est la rentrée télé. Ah oui. On sort de l'été. L'été, c'est que des rediffs. Il n'y a pas de nouvelles campagnes de pub. Il n'y a pas d'émissions télé. YouTube, globalement, à part Léna, tout le monde est en pause. Tout le monde laisse la place à Léna, en fait, au mois d'août. elle a pris un bon créneau. Ouais. Assez tôt, du coup, à bosser pour des youtubeurs. Aujourd'hui, là, en 2025, c'est un secteur qui a quand même explosé. Ouais. Toi, tu l'as vu un peu de l'intérieur. Comment tu vois ça, cette explosion même des métiers, en fait. Tu vois, maintenant, les media makers, c'est un métier, quoi. Ouais. Faire des miniatures pour des youtubeurs. Toi, c'est quoi ton regard là-dessus, sur l'explosion de cette économie-là, entre guillemets? Parce qu'aujourd'hui, alors il y a des études qui disent qu'il y a 1 million de personnes qui vivent de la creator economy en France. Ça me semble assez gros quand même. Pas beaucoup, ouais. En Ouais, France. Ouais, en France, ça me semble gros quand même. Ouais. Mais toujours est-il qu'il y a quand même des centaines et des milliers de personnes qui vivent de ça. Ouais. Toi, t'as vu ça comment de l'intérieur? Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que ça met toute une profession, travailler dans l'audiovisuel, la fiction, ce domaine artistique un peu en mouvement. C'était un truc qui était réservé à une petite secte qui travaillait à la télé. C'était pas disponible pour les autres. Ça permet à beaucoup de gens de travailler là-dedans. Donc ça, je trouve ça génial. Et puis, nous, ayant commencé avec le bagel sur Internet, on avait une grosse baston avec la télé, quoi. La télé nous détestait. Nous, on en voulait à la télé. Ils aimaient pas quand on faisait des gros scores. Il y avait une espèce de rix. Donc c'était un peu les ennemis du début. Là, ils reviennent un peu en rampant quand même. De plus en plus. Je sais pas s'ils rampent ou... Non, mais en fait, le truc, c'est que YouTube devient un peu la télé d'aujourd'hui, tu vois. Maintenant, on le sent de plus en plus, même dans les modes de consommation. Tu vois, tout le monde regarde YouTube le soir sur sa télé connectée. Ouais, clairement, ouais. Et donc ça change tout, quoi. Ouais, je sais pas s'ils rampent, en fait. Je vois pas ça comme une vengeance, mais plus comme ils ont fini par comprendre. C'est un peu la même histoire que le rap, quoi, si on veut. Sans si tu fais un parallèle, ouais. Sans la lutte sociale, mais... Ouais. Ou le jeu vidéo même. Carrément. Tous ces pans culturels qui étaient écrasés par le mainstream et qui finissent par ressortir et devenir quasiment la norme. Ouais, c'est bien. Et puis c'est bien qu'il y ait une alternative à la télé, quoi. Tout est engoncé dans l'argent et dans les producteurs et la rentabilité, et qu'un petit vidéaste il puisse sortir et faire juste la vidéo qu'il a envie de faire. Au début, quand il n'a pas d'abonnés, tu peux tomber sur des formats qui sont géniaux. C'est un truc qui est impossible de voir à la télé. Donc moi je trouve ça génial. Comment ça marche si on prend le plus connu d'entre eux, Squeezie? Ouais. De travailler avec lui sur un Qui est l'imposteur, par exemple, quand on te demande des effets spéciaux. J'imagine que ça te rappelle peut-être des ambiances d'avant, en tout cas dans l'ambiance de travail, même si je pense que c'est hyper sérieux. Est-ce que tu es aussi toujours dans ta tour d'ivoire
Comment tu fonctionnes? Tu fonctionnes comme ça pour tous tes clients? Ouais, pour tous, même pour les Césars. Ouais. Là, je dis ça parce qu'en fait, on a discuté avec une fille qui est journaliste et qui est autrice pour Squeezie. Ouais. Tu vois, qui écrit ses vidéos d'horreur ou de faits divers. Ouais, ok. Et donc, elle nous disait que Squeezie était genre maniaque, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que sur le script, il va repasser dessus sur toutes les étapes. des dizaines et des dizaines de fois. Ouais. C'est pareil pour les effets. C'est que ce soit pareil. lui ou son équipe. Hein. Ouais. Bah en fait, Squeeze, il est pas tout seul. Bah déjà, il est avec toute la prod et tout. Ils sont très pointus. C'est une équipe de fous. Je les adore. Et ils sont avec surtout Théo Meunier. Alors Théo Meunier qui s'occupe lui de faire un peu les animations que tu vois dans l'imposteur, les trucs un peu qu'ils appellent les mèmes et tout, qui sont un peu des trucs what the fuck, tu vois. Lui, il fait ça et puis il a aussi l'inédito. Il est un peu réal, un peu monteur. Je sais pas exactement dans quelle proportion, comme je suis jamais sur place. Finalement, je sais pas tout ce qu'ils font, mais ouais, lui, il est assez maniaque. Donc c'est une agence qui s'appelle Bump. Bump, c'est l'agence de talent. Ouais. L'agence de post-prod, c'est Unfold. Ok. Et enfin de prod, post-prod. Et Théo Bonnet qui était réalisateur, qui bossait au Bagel. C'est grâce à lui que j'ai rencontré Squeeze au tout début et que je suis là maintenant. Et Théo Bonnet, il est pas maniaque, il est perfectionniste. Mais c'est le bon terme. Ouais. Maniaque, c'est le mauvais terme, mais perfectionniste, c'est le bon. Perfectionniste comme Lucas, comme Squeezie. Et les deux ensemble, en fait, ce qui est trop bien quand tu bosses avec eux, c'est que ils savent pas forcément ce qu'ils veulent. Ils te laissent un peu carte blanche pour bosser, mais ils savent ce qu'ils veulent pas et ils savent quand c'est pas au niveau, quoi. Et souvent, je propose, ils viennent me contacter pour des effets spéciaux ou un habillage ou des logos, une identité, quelque chose. On sait pas, c'est un nouveau format, il faut créer un nouveau mood. Théo me dit, on voudrait ça, Squeeze il veut ça, mais on sait pas trop. Propose-nous des trucs. Je propose une version, 2 versions, 3 versions. En général, il y en a une qui est validée à peu près instantanément, mais qu'il faut pousser. Et là, quand ça pousse, ça peut pousser... Jusqu'à 4h du mat', quoi. C'est vrai, ça peut pousser longtemps parce que... Et en fait, ils ont toujours raison. Parce qu'il y a des moments, je me dis, ah putain, ils abusent là. Là, ils abusent, là, c'est bon. Hein. Franchement, pour moi, c'est beau. Ça passe. Et ils reviennent, et Squeeze, il est pas content, il tique sur un détail, un machin. Et quand tu vois le résultat à la fin, tu sais, bah ouais, il avait encore raison, cet enculé. Là, mais c'est trop bien d'avoir aussi la vision de l'intérieur où tu comprends, tu vois, les 20 millions d'abonnés, ils sont pas là par hasard. Donc, il y a un moment, c'est aussi de comprendre, de voir comment ça se fabrique derrière. Ouais, c'est qu'en plus de la force de travail qu'ils ont tous dans l'équipe, il y a aussi une vision, une intuition qui est malade, quoi. Ils ressentent le truc, viscéralement. Toi, tu vois, dur de dire ça, mais dans 5, peut-être dans 3 ans, tu te vois continuer de bosser pour YouTube, essentiellement. Comment tu vas développer le truc? Alors, tu me parlais que tu avais des projets aussi perso. C'est comme ça que tu te vois un peu plus à l'avenir? Moi, je me vois bien développer la structure dans laquelle... Enfin, Spectre. Ouais. Prendre des gars peut-être plus en fixe, être un peu moins freelance pour pérenniser YouTube. J'adore ça, je lâcherai jamais YouTube, je pense. Ouais. Tu regardes qui aujourd'hui? Est-ce qu'il y a... Alors, il y a une question que je pose souvent, c'est quoi ta homepage YouTube? Mais c'est pas évident parce que ça change assez souvent quand même. Ouais. Le créateur qui t'inspire, toi? Ouais, moi je regarde les formats produits de Squeezie, pour moi c'est indétrônable. Ok. Les derrière la porte, les imposteurs. En termes de qualité de production, c'est fou. C'est toujours une leçon, quoi. Et aux États-Unis, tu regardes aussi des créateurs américains ou t'es vraiment focus France? Ouais, non, je regarde Beast, hein, ouais. comme tout le monde. En termes de storytelling, c'est assez fort. Ouais. Après, je suis pas trop. Et est-ce que t'as d'autres trucs que des créateurs, tu vois? Parce que parfois on nous parle de... Bon, si je prends mon exemple, moi je regarde des marathoniens, tu vois, qui racontent leur journey, comme on dit, leur entraînement et tout. Est-ce que toi t'as des trucs comme ça, un peu des cibles un peu chelous moi, dont t'as pas envie d'en parler aujourd'hui, mais tu vas quand même en parler? Non, j'ai découvert un truc, un gars qui s'appelle Dr Plante. Dr Plante? Ouais, tu connais ou pas? Sur les plantes? Bah, j'imagine que ça devait être ça au début. Plus du tout. C'est un requin. Okay. Et le gars, il prend un espèce de vivarium assez grand, ça doit faire 200 ou 300 litres. Et il dit, je vais simuler l'Afrique pendant 100 jours. Here is Africa's desert. 100 days ago, it was a graveyard. But with time, it transformed into one of the most resilient yet ruthless ecosystems on our planet. Okay. Et il met du sable, il met des plantes, des rochers, des machins, il met des insectes typiques du Sahara, et il les regarde se développer, il simule une tempête de sable, puis il rajoute d'autres insectes, des prédateurs, des fourmis, et tu vois toute la vie qui évolue, tu vois, et c'est passionnant. Et le gars fait des dizaines de millions de vues. Okay. Et je connaissais pas. Et quand j'en lance un, avant de me coucher, je suis complètement obsédé, quoi. Je regarde comme un fou. Puis je regarde un autre, un deuxième. Ça, et puis les mecs à poil dans la forêt qui construisent des trucs avec leurs mains. Là. Ah oui. Les survivalistes. Ouais. Ouais, ça, c'est hypnotisant. Ok. Bon, on note Dr Plante. Ah, Dr Plante, c'est incroyable.
Ton premier effet spécial, il ressemblait à quoi? Est-ce que tu t'en rappelles? Mon premier effet spécial, ouais, c'était... ouais. Il veut pas en parler. Non, je me souviens du premier, du premier qui m'a marqué, mais je sais pas, tu l'avais peut-être cette question après. Mais le premier, ouais, c'était Tex, ce présentateur télé qui a disparu complètement. Oui, c'est vrai. Ouais, qui faisait un truc qui s'appelait Les Animaux, en fait, pour Noël. Et il fallait détourer des... Ah, tu bossais pour ça, je veux dire? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, je croyais que tu faisais une parodie Non, de non, Tex. non, c'était vraiment ça, ouais. Ok, Et il d'accord. fallait détourer des animaux, des trucs, et puis les incruster avec un fond de savane, un truc comme ça. C'est entre du motion et des effets spéciaux, quoi. Ok, excellent. C'était pourri, ouais. Mais... Et Tex te faisait ses retours? Non, pas du tout. il faisait les retours à la prod, ouais. Ok, très drôle. Celui dont t'es le plus fier. Il y a un effet spécial où tu te dis, putain, j'ai taffé lui, celui-là. Je l'ai rincé, quoi. Ouais, il y avait Clash d'astéroïdes de Théodore Bonnet. Ouais. Les missiles, Échec. les ogives, Pareil. Qui était une des dernières vidéos du Bagel quand moi j'y étais à l'époque et qui était un peu un rap contenders versus un astéroïde qui venait sur la Terre et qui allait éclater la Terre. Et c'est la première fois qu'on faisait vraiment de la grosse 3D. Donc ça, c'était stylé. Et combien de temps de prod? Tu t'en rappelles? Plusieurs jours? De prod, je sais pas, de post-prod, c'était 2 semaines, 2 semaines tous les jours. Ouais, pour un sketch de 4 minutes, tu te rends compte? Ouais. Tout seul. Mais sinon, en effet, moi, je me souviens qu'il m'avait bien marqué. C'était la première fois que j'avais fait la 3D tout court. Et c'était un sketch de Bat et Gaël Ok. qui s'appelle Coucougnette, je crois. Coucougnette? Ouais. Ok. Et Tu penses qu'il est encore visible en ligne? et ouais, je pense. On le mettra juste là. Mais ça marche bien. Et ils disent 3 fois Coucougnette, et au bout de la 3e fois, il y a une paire de couilles qui descend et qui écrase Bat ou Gaël, je sais plus. Et il a fallu faire des couilles en 3D. Mais il faut des rêves, quoi. Bah bien sûr. Donc j'allais sur Google Images, tapais testicules, Et alors? et je regarde, bah t'as des couilles à l'écran, quoi. Ton historique, il devait être chelou quand même. Ah ouais, t'as des dizaines de couilles de tub à l'écran, et puis t'es là, tu modélises, alors tu fais comme ça, pour que ça réalise. Faut mettre des poils, parce que sinon ça ressemble pas. Et je me souviens d'avoir passé 48 T'imagines heures, dans ta tour pendant toute une nuit là-dessus. Ouais. 48 heures à faire des couilles. Ouais, Ah, magnifique. Bon, on s'en souvient, c'est sûr. ouais c'était cool. Ouais. Tu reviens de Cuba, t'étais en vacances à Cuba. Ouais. C'est quoi qui te plaît le plus là-bas? Les fauteuils ou les cigares? Les fauteuils ou les cigares? Hmm. Les cigares. Les cigares. Les cigares, ouais, on a vu là-bas tout le savoir-faire que ça demandait. Ok. Et puis t'as l'air cool quand tu fais un cigare, t'aimes bien, tu te Allez, prends pour Insta, pour c'est pas le mal. cabane. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais combien de versions pour que Squeeze te valide un graphe? J'imagine que tu peux aller en V20. Ça va de 1 à 30, ouais. Ok. On finit par une petite surprise. Ok. Parce que t'as un autre métier en fait. T'es pas que spécialiste VFX, t'es aussi né. Non, mais parce que t'as joué un nez dans Kill Ouais. Imposter de Squeeze. Ouais. J'ai un parfum là. Oh, waouh. Est-ce que je peux le mettre sur ton. Si ça te va, hein. Vas-y. Je te mets ça, c'est un petit échantillon. Et j'ai la composition sous mes yeux là. Et tu peux me dire un peu ce que tu sens et je peux te valider des trucs. Ok. Ok, d'accord. Mais vas-y, prends ton temps. hein. Ouais, Tu je vas- vais prendre mon temps. Alors, c'est un parfum, après, je peux te donner un indice, mais c'est un parfum qui est très connu quoi. C'est très connu. Vous le sentez pas, mais ça sent très fort. Ouais, ça. On en a plein le pif. Je t'en ai vu beaucoup. Ouais, alors, faut savoir, d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais débunké ce truc-là pendant l'imposteur, parce que les 2 vrais nez n'ont pas reconnu aucun ingrédient qu'il y Bien avait dans le sûr. parfum. Ouais. Mais c'est vrai en plus. Mais en fait, Donc, ce que c'était j'ai- face à Adèle Exarchopoulos Ouais. et Alain Chabat. Et donc, les vrais nez n'ont pas trouvé l'odeur qui était devant leur. Ouais, pour le Et contexte. toi, t'avais trouvé. Moi, j'avais trouvé pas mal j'avais un parfum plus facile déjà. Bon, c'est très fleuri, hein, on sent. Ouais, écoute, j'ai Ouais. bouquet floral là. Bah, tu vois. il y a un côté poudré tout de suite. Ok. Donc, on sent quelque chose comme de la rose. Rose de mai, ouais, bien Ouais, sûr. c'est ça. Ça fait longtemps. Magnifique. De la rose, il y a un petit côté fleur blanche derrière qui pourrait être presque comme, tu sais, un peu du jasmin ou de la tubéreuse, quelque chose comme ça, tu vois. Très loin derrière. Ok. Si tu devais citer un fruit, Un fruit. ouais, est-ce que t'en aurais un? Et après, je te laisse. Hein. Un fruit, c'est difficile. Ah, c'est difficile. Ouais. Toi, tu saurais, toi? Pas du tout. Non. Je connais rien. J'ai le truc sous les yeux. Un fruit, je sais pas, parce que je suis en train de penser à tous les garlins et tout, mais ça sent cerise très fort. Je sens pas tellement le petit côté un peu vert qui pourrait être de la pomme ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, dur à dire, peut-être de la vanille aussi avec le côté rond. derrière. Vanille, il y a. Ouais, Bravo. sûrement un peu un musc en fond.
Ouais, sinon le fruit, je sais pas, qu'est-ce que c'est toi? T'as quoi? J'ai la réponse, moi. Ouais, t'as la réponse, ouais. Ça serait trop simple. Allez, je te laisse une propale. Une propale de fruits? Ouais, ou 3 si tu veux, mais. Ouais, je sais pas, peut-être abricot, non? Quelque chose comme ça. Ok, bon, c'était cassis. C'est Cassis. pas vraiment un fruit en fait. C'est plutôt une saveur, quoi. Ouais, alors cassis, c'est un piège parce que quand je me suis entraîné, moi j'avais branche de cassis. Et j'avais pas cassis et c'est pas tout à fait pareil. Et c'est pas pareil. Donc je me suis pas entraîné à reconnaître du cassis. Bah voilà, maintenant tu peux. Nectar de cassis pour être précis. Nectar de cassis. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, putain, maintenant que tu le dis. Direct. Ah ouais, ouais, et le nom ouais. du parfum, c'est Si de Giorgio Armani. Ok. Bon, c'est pas non plus hyper connu, mais au moins tu l'as, quoi. Et c'est quoi? C'est l'un de vous qui le porte ou Ouais, c'est une collègue. une collègue? Ouais. Qui a ramené son petit échantillon rien que pour toi. Et après, je dois essayer de Non. trouver qui c'est dans le bureau. Peut-être chercheuse. Écoute, merci Griff, c'est trop cool Bah, merci à vous. de parler un petit peu avec toi. Ouais. Et écoute, on te retrouve, j'imagine, sur des chaînes de plein de youtubeurs. Sur les chaînes de plein de Natou, youtubeurs. Ouais. Ludoc, Squeezie évidemment. Squeezie, Mister V. Mister V, ouais. On se retrouve là-bas. Salut, c'est encore moi, juste un petit mot rapide pour vous remercier d'être allé jusqu'au bout de cette interview. Si vous voulez en voir d'autres qui arrivent très bientôt, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Dubster et à commenter nos vidéos. C'est uniquement grâce à vous et à votre soutien qu'on peut continuer tout ce boulot.